Bonjour à tous. Merci de votre présence matinale, enfin fin de matinée, pour que nous discutions ensemble, ou entendre en tout cas notre échange avec Blandine Krigel. Bonjour Blandine Krigel, nous sommes très très heureux de vous accueillir aux Idées mènent le monde pour parler un peu, comme le titre de votre conférence l'indique, de cette République qualifiée d'incertaine. Vous avez le micro là sur le... Voilà, comme ça, ce sera mieux. Cette République que nous avons qualifiée d'incertaine pour le titre de notre conférence, qui était aussi le titre d'un livre écrit il y a quelques années déjà, même si le sujet était un peu différent. Est-ce que cette République est incertaine de nos jours, voire même en danger, disent d'autres ? Oui, certainement. En effet, c'est exact. Il y a maintenant, j'ose à peine le dire, n'est-ce pas, 2 ou 3 décennies, j'ai écrit, c'était le dernier chapitre d'un ouvrage qui ensuite a été réédité, qui s'appelait « La République incertaine ». Je visais là les difficultés de notre histoire. Vous savez que nous avons eu plusieurs républiques, nous en sommes à la 5e, que celle-ci a été balayée 2 fois par l'Empire, par des monarchies. Et je m'étais demandé, au fond, d'où vient cette incertitude. Et elle vient certainement de l'organisation de notre État administratif, cette souveraineté, si vous voulez, très centralisatrice, une certaine idée de la souveraineté avec un reste impérial. Peut-être que ça explique les remontées impériales que nous avons connues. Mais en vérité, aujourd'hui, je dirais que cette question est en quelque sorte dépassée parce que, chacun le dit, et nous l'avons encore vu hier, il y a une crise beaucoup plus grave de ce que nous appelons la démocratie, en vérité des républiques démocratiques. Et une crise de légitimité de la République démocratique, attaquée de l'extérieur par des régimes qui au fond, qui ne la veulent pas, mais aussi, et c'est peut-être plus grave, puisque les sondages ont fait état que 30% des jeunes considèrent que le régime démocratique n'est pas le seul légitime. Tout à fait. Attaqué de l'intérieur. Alors, si vous le voulez bien, je me suis interrogée sur, au fond, ces difficultés, non seulement extérieures, bien entendu, là, mais intérieures. Quelles sont les raisons qui font que nous avons tellement de mal à légitimer aujourd'hui la démocratie? Voilà. Et, oui, alors, et donc, parmi ces raisons qui me semblent tout à fait fondamentales, eh bien, il y a, je crois, le fait que quand on dénonce, et vous savez que c'est en partie ce que font beaucoup de jeunes et de moins jeunes, le déficit démocratique de nos républiques, alors même qu'il y a partout dans les pays, dans les régimes démocratiques, un élan pour une participation plus grande, n'est-ce pas, des citoyens au pouvoir et à la décision, eh bien, à mon sens, c'est que les solutions, n'est-ce pas, à ce déficit démocratique ont été cherchées là où on n'a pas pu trouver de solution. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que quand on se retourne sur les grands systèmes de pensée, les grands courants de pensée qui ont dominé notre formation, qui ont dominé d'ailleurs le 19e et le 20e siècle, et au fond pour les énumérer de façon un peu brève, c'est-à-dire au fond, le courant libéral qui met au fond, toutes les solutions dans le marché économique, dans l'économie, le courant de la révolution sociale qui estime que les questions sociales sont primordiales et que rien ne se fait sans des solutions sociales, ou encore, évidemment, c'est d'un autre bord des orientations politiques, les courants de la révolution nationale ou conservatrice, qui estiment que, au fond, tout est à chercher dans les nations qui doivent défendre leurs droits. Eh bien, en vérité, on a beaucoup de mal, me semble-t-il, à défendre la République démocratique, tout simplement parce que les fondements, n'est-ce pas, des systèmes démocratiques dans lesquels nous vivons ne viennent pas, n'est-ce pas, du 19e et du 20e siècle, ne viennent pas des philosophies ou des courants de pensée post-révolutionnaires. Et aujourd'hui... D'où viennent-ils ? Eh bien, ils viennent auparavant. Mais ça explique, si vous voulez, pourquoi, d'une certaine façon, ils s'éloignent de nous, bien que c'est avec ça que, spontanément, nous essayons de nous représenter les solutions. Eh bien, tout simplement, et je crois que chacun peut en faire, si vous voulez, l'observation, lorsqu'on croit que seule l'économie ou seule la société ou seul, si vous voulez, au fond, les intérêts étroits des nations décident de tout, et décident en particulier de la démocratie, parce qu'il y a un élan démocratique dans chacun de ces grands courants idéologiques, qu'est-ce qu'on oublie ?
on oublie les questions qui ont surgi aujourd'hui à l'époque de la mondialisation, c'est-à-dire la première, au fond, les questions qui sont devant nous aujourd'hui. À l'époque de la mondialisation, où on rassemble sur des territoires des sociétés, des cultures qui ne vivaient pas ensemble avant. Eh bien, il y a des questions religieuses, de religion. On n'en parle pas dans ces trois grandes idéologies. Il y a des questions de régime politique. Là aussi, n'est-ce pas, si on pense que les régimes politiques, c'est seulement des superstructures, eh bien, on ne va pas les examiner pour eux-mêmes. Et on ne parle pas non plus, et ça c'est quand même très important, puisque nous sommes tous préoccupés par ces questions, on ne parle pas non plus de la nature. On ne parle pas non plus de notre place, n'est-ce pas, dans le monde, dans la nature. Et je dirais que, évidemment, vous savez, on a parlé pendant tout le 19e, enfin, dans les premières années du XXe siècle, de la fin des idéologies. Bien entendu, il n'y a pas de fin des idéologies. C'est comme les diamants pour James Bond, n'est-ce pas? Elles ne meurent jamais, parce que les hommes ont bien besoin de se représenter, de comprendre le monde, de se le représenter. Mais en vérité, aujourd'hui, nous arrivons à la fin, nous sommes devant la fin de certaines idéologies, celles que je viens d'énumérer. Et c'est pour ça que je voulais évidemment faire un détour par la philosophie, puisque la philosophie est mon métier, ma profession, parce que j'ai été très frappée, je ne suis pas la seule d'ailleurs, par le fait que, au fond, la grande philosophie qui a dominé, qui a accompagné, n'est-ce pas, au XIXe et au XXe siècle, tous ces courants de pensée idéologiques. Il y a quelque chose, bien entendu, de plus rigoureux dans la réflexion philosophique que dans les idéologies. Eh bien, c'est celle qu'on appelle la philosophie de la voie moderne, de la via moderna, une philosophie du sujet, une philosophie qui met, au fond, l'homme sur un piédestal. Au centre, n'est-ce pas, qui fait de sa liberté, de sa volonté, la possibilité, la capacité de maîtriser absolument la nature, devenir maître et possesseur de la nature, qui le sépare entièrement du monde vivant, du monde des animaux, du monde des végétaux, de la nature. Et cette philosophie-là, évidemment, d'une certaine façon, comme enseignante de la philosophie, j'ai pu le constater, la jeune génération s'est éloignée d'elle et elle s'est mise à lire frénétiquement un philosophe qui n'intéressait pas autrefois, qu'on avait relégué comme marginal ou comme archaïque, et qui est Spinoza. C'est ça. Voilà. Et donc c'est pourquoi je voudrais, si vous me le permettez, faire un détour par Spinoza. Je viens d'écrire un livre sur Spinoza que j'ai appelé Spinoza l'autre voie, et je voudrais vous expliquer pourquoi. Mais qui est justement en phase avec le sujet de ce matin, parce qu'effectivement, cette autre voie, est-ce qu'elle peut nous aider à construire une autre société, un avenir, puisque nous sommes dans le thème des idées mènent le monde, c'est demain un autre monde. Cette société de Spinoza et l'engouement pour ces thèses philosophiques de la jeune génération dont vous avez parlé bien oui, dans quelques minutes. C'est très intéressant ce phénomène qui s'accomplit. C'est tout à fait vrai. Alors je vous dirais, vous savez, il y a des modes. Vous savez, on ne peut rien contre la mode, n'est-ce pas, quand vous habitez un quartier que d'un seul coup il est envahi parce que tout le monde veut habiter là, bon, vous pouvez rien faire. Ben, je vous dirais que dans les courants de la vie intellectuelle et philosophique, c'est la même chose, n'est-ce pas? À un moment donné, tout le monde se dirige dans un coin quelconque. Mais bien entendu, la mode elle-même, pour, si vous voulez, frelatée ou superficielle qu'elle puisse être, a des raisons. N'est-ce pas? Il y a des raisons à la mode. Alors, il y a des raisons à la mode qui a saisi, si vous voulez, l'intérêt pour Spinoza. Et elle vient d'abord de penseurs particuliers, d'abord les astrophysiciens. Oui. Je vous parlais, au fond, du désintérêt de toutes les des grandes idéologies du 19e et du 20e siècle pour la nature, n'est-ce pas? Et surtout pour la place de l'homme dans la nature. Alors 100 milliards de galaxies, comme nous disent les astrophysiciens, et moi. C'est ça. Bon, là, si vous voulez, on a un peu recadré la place de l'homme dans l'univers. Et donc, d'abord Albert Einstein, mais récemment, nous avions participé à un colloque, nous avons entendu le grand astrophysicien qui est Tran Xuan Dui, et j'étais très frappée, n'est-ce pas, de l'actualité pour lui des représentations de Spinoza. Les mathématiciens, Cantor, la théorie des ensembles, les scientifiques d'une manière générale, et aujourd'hui, plus récemment,
au fond, tous les psys. C'est ça, les psychanalystes. Oui, tous les psys. Les psychanalystes, à cause de l'intérêt que Spinoza manifestait pour les affects, oui, n'est-ce pas, les émotions. Et les neurophysiologistes qui s'intéressent au rapport, si vous voulez, de l'esprit et du corps, au fond, du code et de la matière dans notre au fond, fonctionnement. Et tous se sont intéressés à Spinoza. Ajoutons, et là évidemment ça rejoint notre sujet beaucoup plus fondamentalement, tous ceux qui s'intéressent aux questions de la République, de la démocratie, parce que Spinoza est, contrairement à d'autres philosophes, un très grand penseur et fondateur de l'idée démocratique et un penseur de premier plan, n'est-ce pas, dans le courant de la républicain de l'âge classique, de la modernité, et qui précède, puisque Spinoza, vous voyez, ses œuvres, c'est de la fin du XVIIe siècle, qui précède absolument, en particulier la Révolution française. Donc, alors, sans compter la jeune génération qui, d'un seul coup, s'est mise à lire Spinoza. Quand j'ai commencé à rédiger mon ouvrage il y a 6 ans, j'ai tapé Spinoza sur Internet, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et maintenant, si vous faites la même opération, vous verrez une avalanche de publications, d'informations, dévalent sur vous. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, au fond, de si attrayant, de si séduisant chez Spinoza ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant, certainement, surtout de si intéressant pour nous, et pour reprendre, au fond, ce problème dont nous débattons aujourd'hui, c'est-à-dire la fragilité de la République démocratique. Eh bien, d'abord, parce que là, au fond, ce qui est sous-jacent, c'est une autre philosophie, une autre voie dans la philosophie. Alors, pour en dire quelques mots, parce que j'espère qu'il y a parmi vous des gens qui s'intéressent à la philosophie, sinon ils ne seraient pas ici, nous avons tous été enseignés, les gens de ma génération, et même encore les plus jeunes, dans ce qu'on appelle la via moderna, la voie moderne, la philosophie moderne, n'est-ce pas, qui commence avec le très grand Descartes. La philosophie moderne, choquée par la naissance de la science physique moderne, a reconstruit, par rapport à la philosophie des anciens, a reconstruit la philosophie. Et elle a reconstruit la philosophie en considérant que la philosophie n'était pas simplement une contemplation du monde, mais un système de représentation où, évidemment, la subjectivité avait une part très importante. Vous savez que pour Descartes, la première chose, au fond, toute sa philosophie commence par le sujet, le je pense, je suis, le cogito, comme disent les philosophes. Donc, vous voyez, la subjectivité dans la connaissance. Ce qui n'est pas du tout le cas de Spinoza. Non, pas du tout. Non, Spinoza, mais lui, il commence par toute autre chose. Il commence par Dieu, il commence par la nature. Mais ce qui est plus important chez Descartes, parce que là, je vais essayer de vous décrire, évidemment, brièvement et avec une imperfection certaine, les grands comment on va dire, fondamentaux de cette représentation, de cette philosophie moderne. Deuxièmement, qu'est-ce que dit Descartes ? Eh bien, qu'il y a une séparation dans le jargon des philosophes ontologique, c'est-à-dire dans la réalité, entre l'âme et le corps, n'est-ce pas ? Entre l'âme et le corps, dans la nature, l'âme et le corps sont totalement séparés. Et de là, il en tire des conséquences qui n'ont pas été négligeables. D'abord, eh bien, si c'est le cas, puisque l'homme, lui, a une âme et un corps, il n'est pas dans la nature, il est exilé de la nature. Puisqu'il est exilé de la nature, il peut devenir, je cite Descartes, le maître et le possesseur de la nature. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut user et abuser de la nature, sans autre considération. Autre conséquence encore, les animaux, qui eux n'ont que des corps, il a édifié une théorie qu'on trouve barbare à juste titre aujourd'hui. Il pensait que les animaux n'avaient pas d'âme, pas de sentiments. Les animaux machines, ni sentiments, ni âme. Et donc, là aussi, avec les animaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, il va même plus loin. Vous voyez, il y a un dualisme dans la nature. Alors, ça a eu si vous voulez, des avantages sur le plan de ce qu'il voulait faire à son époque, qui était d'ailleurs légitime, c'est-à-dire édifier une physique mathématique. Parce que si on dit que dans le monde, vous avez des valeurs, des degrés de perfection, des qualités, c'est difficile de quantifier le monde. À ce moment-là, puisqu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on ne peut pas, si vous voulez, mathématiser la nature. Alors, si on dit dans la nature, non, il n'y a que de l'étendue, oui, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ajoute que donc il y a un dualisme, vous voyez, fondamental dans son idée de la nature. Et résultat, les humains ne sont pas dans la nature. Et
ce dualisme dans la nature, il le reconduit, n'est-ce pas, dans ce qu'il nous dit du psychisme humain. Le psychisme humain, non seulement nous avons des sensations et un entendement, sont séparés, mais ce qui est plus important, c'est que dans le système de rationalité qui est celui de notre psychisme, eh bien, il fait une séparation entre l'entendement qui est fini, puisqu'on connaît des choses finies, et la volonté qui, elle, est infinie. Et c'est cette volonté qui, au fond, qui est en nous, comme à l'image, n'est-ce pas, du divin, qui fait que nous sommes absolument libres, n'est-ce pas? Nous avons une liberté absolue par rapport à la nature. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin très appuyé pour que vous compreniez qu'à la suite de cette philosophie, dans cette avenue magistrale quand même que Descartes a tracée, eh bien, ce qu'il appelait, lui, dans son vocabulaire du XVIIe siècle, était extrêmement intéressant, ses petits-neveux, c'est-à-dire les Kant, et dans la philosophie allemande, tous les postes kantiens, c'est Fichte, Hegel, plus tard Nietzsche, jusqu'à Heidegger, toute la grande philosophie, n'est-ce pas, du XIXe siècle, en ont tiré des conséquences qu'on peut résumer en disant qu'il y a eu une dérive, n'est-ce pas, démiurgique. Non seulement on a donné de plus en plus de place à l'action humaine, ce qui est très bien, n'est-ce pas, mais on a considéré qu'au fond, l'homme était comme un dieu. Au détriment de la nature. Au détriment de la nature et au détriment même de toute idée d'une transcendance de Dieu ou de la nature sur nous. Démonstration, vous voyez, dans la philosophie de Nietzsche, par exemple, eh bien, l'homme va vers le surhomme, n'est-ce pas? La volonté, la puissance de la volonté devient la volonté de puissance. Et même... Et c'est là que vous avez évidemment, dans les temps modernes, un mouvement de sécularisation, mais on va très loin dans ce mouvement de sécularisation, dans la philosophie moderne. Le premier qui le déclare, vous savez, c'est Hegel. Dieu est mort. C'est repris par Nietzsche. Alors, s'il n'y a plus rien au-dessus de nous, c'est nous qui créons toutes les valeurs, n'est-ce pas? Nous sommes par-delà le bien et le mal. De là, une séparation d'ailleurs très, très grande, très grave, entre... La connaissance et la morale, ce sont deux ordres totalement différents. Il y a un monde de la morale, un monde des fins, qui un jour peut-être nous récompensera les actions justes, mais qui est totalement séparé de la connaissance. Bref, à l'intérieur de cette via moderna elle-même, les philosophes, et non des moindres, ont, si vous voulez, posé le diagnostic. Il y avait une montée de ce qu'on a appelé le nihilisme, n'est-ce pas? Enfin, que la modernité elle-même n'était pas vraiment très solide, et des philosophes qui détestaient la modernité, comme par exemple le philosophe allemand Heidegger, ont estimé que justement dans cette dérive inévitable, eh bien, au fond, quelque chose s'écroulait. Et d'une certaine façon, c'est exact, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi les jeunes ont raison de s'intéresser aujourd'hui à Spinoza? Oui, c'est l'effet de balancier, effectivement, de cet excès et de se retourner vers Spinoza. Spinoza était un humaniste. Oui. Et donc, le besoin aussi, le recours aujourd'hui, que l'on note dans nos sociétés depuis longtemps maintenant, qu'elle ait trouvé écho dans la philosophie de Spinoza, ça s'explique tout naturellement quand même, non? Oui, c'est tout à fait vrai, parce que Spinoza, c'est vrai qu'il sort de l'humanisme de la Renaissance, mais Descartes aussi, d'une certaine façon, mais pas de la même manière. Parce que je vais vous donner un exemple qui m'a toujours frappé. Vous savez, Descartes, dans le discours de la méthode, dit « quand on s'est égaré, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? C'est dans une forêt, on a perdu son chemin, qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer, quoi qu'il arrive, tout droit. » Et Spinoza dit non, on ne doit pas faire ça. On doit revenir à l'embranchement, on doit faire retour sur ses pas et on doit trouver là où on a pris la mauvaise direction. Eh bien, je vous dirais que c'est ce que fait la jeune génération quand elle s'intéresse à Spinoza. Elle fait retour, elle essaye de chercher où est-ce qu'il n'y a pas un autre embranchement. Et justement, il y en a un autre. Alors, là aussi, très rapidement, si vous le voulez bien, nous sommes toujours dans la philosophie. Nous allons quand même arriver à la philosophie politique. Mais alors, que nous dit Spinoza? Spinoza, lui, part pas du tout comme première vérité pour sortir du scepticisme, du cogito, du je pense. Il part de Dieu, n'est-ce pas? Il a, au fond, Dieu, pour lui, c'est ça la cause première. Un Dieu qui a créé le monde, une énergie cosmique absolument formidable, infinie, et qui a créé une infinité d'attributs. Mais nous,
évidemment, les humains, nous n'en connaissons que deux, qui sont justement l'esprit et le corps. On pourrait dire aujourd'hui dans notre langage, parce que c'est plus accessible, peut-être le code et la matière. Bon. Mais ayant dit cela, Spinoza propose aussi une toute autre idée de la nature et de la nature humaine. Alors d'abord la nature. Eh bien pour lui, dans la nature, c'est très simple, il n'y a que deux réalités, n'est-ce pas ? Il n'y a pas... d'abord, l'âme et le corps ne sont pas des réalités. En langage philosophique, ce ne sont pas des substances, ce sont des attributs, n'est-ce pas, de cette grande force. Ce sont des attributs de la substance. Et quelles sont les réalités ? Eh bien, les réalités fondamentales, c'est cette force, si vous voulez, de production, de création, le Dieu d'un côté, et de l'autre côté, toutes les existences singulières, tout ce qu'il appelle, dans son langage, les modes finis, n'est-ce pas ? Toutes les existences finies, voilà, ce sont les deux seules réalités qu'il y a dans la nature. Et alors, du coup, évidemment, pour lui, il n'y a pas de séparation. Alors, dans la nature... Les animaux, les végétaux... Voilà, toutes les existences singulières sont une certaine organisation, une certaine articulation de l'âme et du corps, du code et de la matière. Et alors là, vous avez une différence absolument fondamentale, et je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup, si vous voulez, les biologistes, les neurophysiologistes, les botanistes. Il explique que chez les animaux, il dit le poisson, l'insecte, le cheval, eux aussi, n'est-ce pas, c'est une certaine organisation de l'esprit et du corps, pas la même que la nôtre, mais c'est une organisation de l'esprit et du corps. Et il va même plus loin, n'est-ce pas, chez les végétaux, et il va même plus loin, il dit chez les minéraux, la pierre, mais qui a fait de la chimie ? Nous avons tous fait de la chimie sur les bancs de l'école, du lycée. Mais si, n'est-ce pas, quand on nous a enseigné, j'ai des souvenirs assez vagues, mais enfin le tableau de Mendeleïev, H2O, vous voyez bien qu'il y a un code, H2O, et il y a de la matière. Bon. Et donc, autrement dit, il n'y a qu'un seul monde. Il n'y a qu'un seul monde. Et dans ce monde unique, vous avez des articulations différentes, n'est-ce pas, au fond, du code et de la matière. Et ça, c'est une représentation, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer indéfiniment, qui convient bien davantage, n'est-ce pas, aux scientifiques, n'est-ce pas, qui est plus actuel du point de vue scientifique. Par exemple, la réévaluation, vous voyez, de ce que nous savons de la botanique. Enfin, les botanistes viennent de nous apprendre, ce qui, quand même, pour quelqu'un de ma génération, est une chose assez renversante, que non seulement les végétaux si vous voulez, ont des moyens de communication par le mycélium, par les champignons, mais que, chose plus extraordinaire, ils sont capables de se protéger par genre, n'est-ce pas, par espèce. Qu'une forêt de hêtres, n'est-ce pas, se protège mieux les hêtres que les chênes, par exemple. Bon. Bref, il y a, si vous voulez, une unité beaucoup plus grande, n'est-ce pas, de la nature que la philosophie, la Via Moderna nous l'avait enseigné. Et puis deuxième chose, ça c'est la chose la plus importante, concernant la nature humaine, c'est que pour Spinoza, nous ne sommes pas en dehors de la nature, n'est-ce pas ? Nous sommes dans la nature, nous sommes déterminés par la nature, qu'il n'y a pas... nous avons nous aussi une organisation, n'est-ce pas, de l'esprit et du corps. J'ajoute que pour lui, il n'y a pas de réductionnisme, n'est-ce pas ? Donc, on a fait de Spinoza, pendant un certain temps, un philosophe athée, mais déjà les Lumières allemandes avaient protesté, en particulier Goethe, n'est-ce pas, qui est un esprit très juste, avait dit à un de ses adversaires, vous faites de Spinoza un athée, mais moi non. Je vous réponds que Spinoza est théissimus, c'est-à-dire qu'il est... Et d'ailleurs, Novalis avait dit, Spinoza, c'est quelqu'un pour qui Dieu est tout, et ivre de Dieu, et Hegel, qui était un peu plus ambivalent, mais qui était aussi un esprit d'une certaine profondeur, avait dit, au fond, moi, je trouve que chez Spinoza, c'est de Dieu qu'il y a trop. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Bon. Et donc, vous voyez, donc, et de même, alors je reviens à sa conception de la nature, qui est de la nature humaine, eh bien, il n'est pas non plus un matérialiste, c'est-à-dire qu'il ne pense pas comme Cabanis, n'est-ce pas, que au fond, le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile, pas du tout, n'est-ce pas, pas du tout, pas du tout. En revanche, et ça explique l'intérêt et son actualité pour les psys et les neurophysiologistes, Spinoza estime qu'au fond, la nature humaine, les modes finis que nous sommes,
eh bien, nous sommes dans la nature et par conséquent, nous sommes d'abord affectés et déterminés, n'est-ce pas, dans le monde. Déterminés par un enchaînement de choses. Nous avons des déterminations extérieures et aussi des déterminations intérieures. Nous sommes affectés, donc nous avons des passions, mais que lui, il appelle des affects. C'est ça. Et parmi ces affects, il y a des affects extérieurs, c'est-à-dire des choses qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi, évidemment, des affects intérieurs, ce qu'on a appelé au XVIIe siècle des pulsions, des émotions, des passions. Et pour lui, eh bien, au fond, la première passion, c'est ce qu'il appelle le conatus, c'est-à-dire une énergie, l'énergie vitale, n'est-ce pas, qui nous vient de la création, n'est-ce pas, qui nous vient de la création, qui est initiale. Et cette énergie vitale, donc, c'est notre force intérieure, n'est-ce pas? Il dit et autrement dit, le désir, cette énergie vitale, c'est, dit-il, l'essence de l'homme. C'est ça, l'essence de l'homme, c'est cette énergie vitale que nous avons. Par parenthèse, n'est-ce pas, vous voyez, on peut en tirer des conséquences quand, par exemple, dans ma génération, n'est-ce pas, les femmes que nous étions ont voulu tout à fait recouvrer une domination sur la naissance de nos enfants, n'est-ce pas, et nous nous sommes battus pour ça. Mais pas au point où toutes nous avons estimé que c'est nous qui fabriquions les enfants. Parce qu'en fait, au fond, un enfant, c'est la vie. Et la vie n'est pas, n'est-ce pas, tout à fait de l'individu. C'est ça que nous dit Spinoza. La vie, elle vient de beaucoup plus loin, n'est-ce pas, que des individus, que des modes finis que nous sommes. Le conatus, donc cette énergie vitale. Et là aussi, si vous voulez, et là, ça intéresse, je vous dis, beaucoup les neurophysiologistes et les psys. Au fond, pour Spinoza, nous avons trois passions ou affects fondamentaux. Donc, le conatus, le désir. Les affects qui augmentent, n'est-ce pas, notre puissance, notre énergie vitale, notre puissance d'agir, qui nous procurent de la joie, pour lui sont liés, au fond, à ce qu'il appelle l'amour. Et ceux qui, par contre, n'est-ce pas, nous abaissent notre puissance d'agir, la tristesse, liés à la haine, à la tristesse et à la haine. Et c'est ici, vous voyez, que nous allons, si je ne veux pas dire tomber, parce que ce serait une mauvaise métaphore, mais que nous allons rencontrer, au fond, la politique. Parce que pour Spinoza, au fond, pour l'homme, si la nature n'est qu'enchaînement de détermination, dans la nature, la nature n'a pas été faite, n'est-ce pas, sur le modèle de la conduite humaine. Nous proposons des fins et nous voulons, quand elles sont réalisées, nous disons que c'est parfait, et quand elles ne sont pas réalisées, nous disons que c'est imparfait. Et non, la nature a été faite par un enchaînement à l'infini de détermination. Mais pour l'homme, dans cet enchaînement infini de détermination, il y a quand même, si vous voulez, au fond, il a sa part à jouer. Il n'est pas libre, puisqu'il est déterminé, mais il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Il n'y a pas de bien et de mal absolu, n'est-ce pas, mais il y a du bon et du mauvais. Et qu'est-ce qui est bon pour nous, particulièrement bon? Eh bien, ce sont les autres hommes, n'est-ce pas? Non seulement nous devons prendre des choses dans la nature, n'est-ce pas? Nous devons nous nourrir, nous devons domestiquer les animaux, tout ce qu'on veut, mais d'abord, et ce qui est bon pour nous, fondamentalement bon, c'est la vie dans la cité. C'est un écho à aimons-nous les uns les autres. Oui, non, mais à un point que vous n'imaginez pas, parce que Spinoza, alors là, je vais changer, si vous voulez, de registre. Spinoza, au fond, retrouve dans tout le courant de développement de l'idée républicaine de son époque, ce qu'on appelle chez les philosophes et chez les historiens l'école du droit de la nature et des gens, n'est-ce pas, un courant républicain qui évidemment retourne au modèle de la République antique, mais qui a inventé des chapitres nouveaux, n'est-ce pas, dans l'idée républicaine moderne, l'idée du pacte, n'est-ce pas, l'idée de la souveraineté qui a transposé sur le plan de l'État au fond, une idée de puissance qu'on ne trouvait que dans les empires et pas dans les républiques, mais qui l'a modifiée. L'idée est une idée nouvelle des droits de l'humanité, des droits de l'homme. Donc, c'est ce que vous qualifiez c'est ce que vous appelez l'effort théologico-politique. Oui, alors effectivement, voilà, vous savez, nous sommes tous des enfants des Lumières françaises, n'est-ce pas, quelles que soient nos confessions, quelles que soient nos formations, mais qui a suivi un cycle d'études en France, nous venons des Lumières françaises. Eh bien, les Lumières françaises, pour des raisons historiques, ont énormément insisté sur la mise à l'écart
n'est-ce pas, de la dimension religieuse, de la mise à l'écart au fond du théologique. Bon. Et en quoi elles n'ont pas tout à fait tort, parce qu'il est incontestable que dans le mouvement de sécularisation qui est celui de toute la modernité occidentale, on a mis à l'écart une partie de la religion. On a redéfini les rapports du religieux et de la société, du religieux et de la politique, et en particulier, qu'est-ce qu'on a mis à l'écart pour commencer? La liberté des sciences, n'est-ce pas? La liberté des sciences, on a dit, mais non, si les découvertes scientifiques sont en contradiction avec ce qui est dans les textes sacrés, tant pis pour les textes sacrés. Mais dans ce mouvement de sécularisation, ce qu'on oublie toujours, c'est que, évidemment, on s'est posé deux questions. Qu'est-ce qu'on met de côté? Et là, on a mis de côté, on a, en fait, en quelque sorte, sanctuarisé la science, n'est-ce pas, l'effort de découverte. Mais qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé un certain nombre de choses. Et en particulier, ce qu'on a gardé, c'est un certain nombre de valeurs, n'est-ce pas, d'idées morales qui se trouvaient dans les textes de la tradition religieuse, et en particulier de toutes les traditions religieuses des grandes religions monothéistes. C'est-à-dire la première idée fondamentale, c'est que, au fond, les hommes, vous voyez, ont tous une origine commune, ils ont une égale dignité, n'est-ce pas? Ils ne sont pas séparés les uns des autres, au fond, ils ont été créés par Dieu, par un Dieu, pas par des dieux différents, par un Dieu, et que donc ils sont égaux en Dieu. Voilà. Ça, c'est une idée absolument fondamentale. Tout ça, je vous explique que quand on lit, c'est ma spécialité, mais quand on lit les philosophes politiques de l'école du droit de la nature et des gens, de l'âge classique, tous écrivent, pour nous c'est étrange, des traités théologico-politiques. C'est le titre d'un des livres de Spinoza, mais par exemple Bossuet, n'est-ce pas, en France, a écrit une politique tirée de l'Écriture sainte. Alors, si vous voulez, on trouve ça très étrange, mais non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que si on veut se détacher de la République antique et de ces dieux païens, voyez, et si on cherche une autre source de réflexion, bien, sur quoi si vous voulez, les hommes de l'âge classique réfléchissaient, eh bien, sur les textes religieux, sur l'histoire comparée. Ils réfléchissaient à l'histoire comparée de tous les régimes politiques et aux idées qui leur avaient été transmises. Et là, vous avez raison, Spinoza, mais il n'est pas du tout original, dit que finalement, ce qu'il faut quand même garder, ce qui est fondamental, mais il le dit comme le dit Hobbes ou comme le diront Locke, comme le dira plus tard Rousseau, eh bien, qu'est-ce qu'il faut garder? Cette idée fondamentale que pour l'homme, eh bien, les humains doivent pratiquer entre eux la compassion, la charité, la justice. Vous voyez, ce sont des idées très générales, n'est-ce pas? C'est la morale, c'est une morale universelle en quelque sorte, et qui sont résumées par aime ton prochain comme toi-même, mais que ces idées qui sont fondamentales, au lieu de les transmettre simplement par l'obéissance et la contrainte, si vous voulez, en catéchisant les gens, en les obligeant, on peut très bien les retrouver si on raisonne. Voyez. On peut, parce qu'elles sont utiles, n'est-ce pas? Elles sont utiles et les plus utiles qu'on puisse imaginer pour les humains. Et donc, alors j'en viens maintenant, si vous le voulez bien, chère Véronique, à cette question au fond de la République démocratique. Donc il faut se rappeler effectivement la signification, le bien public. Voilà. Alors, oui, voilà. Et parce que Spinoza est un des grands penseurs, contrairement à toute la lignée des penseurs que j'ai évoqués, n'est-ce pas, de la Via Moderna, qui sont soit qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. C'est le cas, par exemple, de Descartes, qui disait la politique est de l'affaire du prince, je ne m'en mêle pas. Moi, la morale, c'est bien, ça, je veux bien m'en occuper, mais la politique, pas du tout. Ou les philosophes, au fond, de ce courant de la grande philosophie allemande du sujet, de l'esprit absolu, de la dérive démiurgique, qui, eux, c'était autre chose. Ils s'intéressent à la politique, mais d'un point de vue absolument contraire et opposé à celui de la République démocratique. Ils étaient des ennemis déclarés de la République démocratique. Si on prend quelqu'un comme Hegel, n'est-ce pas, qui est grand philosophe et qui a une très grande importance dans la philosophie du 19e siècle, Hegel dit oui, moi je sais très bien qu'il y a un courant majoritaire pour la République, mais moi je ne suis pas du tout pour ça. Moi je suis pour la monarchie corporatiste, c'est bien mieux. Et de toute façon, si vous voulez, au fond, tous les canons des philosophies politiques de cette grande philosophie du 19e siècle, ce sont des canons qui renversent ceux du droit politique de l'âge classique, c'est-à-dire au lieu de la paix, on préfère la guerre. On préfère la guerre. Hegel dit que la guerre est le grand moment de la vie des peuples, qu'il n'y a pas de droit universel,
parce que finalement, un peuple qu'il a emporté à un moment donné, eh bien, il a le droit pour lui. Vous savez, c'est le tribunal de l'histoire. Enfin, l'histoire est le tribunal du monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas non plus véritablement de droits de l'homme. Les droits de la nation sont très supérieurs aux droits de l'homme, etc., etc. Et alors, j'en reviens maintenant à Spinoza. Qu'est-ce qu'a apporté Spinoza et pourquoi il est extrêmement intéressant? Et qu'est-ce qu'il peut nous apporter demain, ou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors, d'abord, plusieurs choses qui sont tout à fait fondamentales. D'abord, Spinoza est le premier penseur dans le courant républicain de l'âge classique de la démocratie. Spinoza explique que fond, le pacte, c'est une avancée formidable. C'est l'idée qu'une société n'est légitime que si les gens y ont consenti. N'est-ce pas? Par parenthèse, on a imaginé ce pacte sur le modèle de l'alliance. Vous voyez, quoi, voilà. Bon, mais donc sécularisation encore, sécularisation toujours. Eh bien, quel est au fond le bon pacte? Ce n'est pas un pacte de soumission, comme l'avait imaginé Hobbes, non, un pacte d'association, comme le dira d'ailleurs dans son langage étincelant notre Rousseau national, n'est-ce pas, dans le contrat social. Il faut qu'on soit aussi libre une fois que le pacte est passé, hein, et aussi égaux qu'avant. Hein, et donc un pacte d'association. Et qu'est-ce qui permet un pacte d'association? C'est la mise en place d'un gouvernement démocratique de la République, et pas un gouvernement monarchique, ni oligarchique. Ou pas un gouvernement aristocratique. Finalement, ce qui permet à la République de durer le plus longtemps, c'est un gouvernement démocratique. Qu'est-ce qu'il dit encore qui est tellement important, et surtout important aujourd'hui? Eh bien, Spinoza est un des premiers fondateurs dans la liste des droits de l'homme, qui avait commencé avant lui, à propos des Indiens, avec l'idée de l'égalité des Indiens, qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas des Espagnols, mais qui avaient des droits en tant qu'hommes, n'est-ce pas? Après Hobbes, qui avait déjà décliné toute l'argumentation du droit à la vie, du droit à la sûreté, on ne peut pas me prendre ma vie parce que la vie est indisponible, est inaliénable, justement parce qu'elle vient de Dieu, n'est-ce pas, ou de la nature. Et par conséquent, quand on veut vous prendre votre vie, vous pouvez entrer en insurrection. Et que si on fait d'ailleurs un pacte, c'est uniquement pour justement sortir de l'état de nature et de la guerre de tous contre tous. Donc, eh bien, lui, Spinoza, après d'autres, il n'est pas tout à fait le premier, mais après, il élabore toute l'argumentation sur la liberté de conscience. Et à propos, évidemment, de la fin des guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe, en particulier en France. Vous voyez. Et ici, à Pau, évidemment, c'est une chose sensible, puisque Pau nous avons visité ce matin le château, n'est-ce pas, de Jeanne d'Albret. Les guerres de religion ont été fondamentales ici. Eh bien, qu'est-ce que propose Spinoza? C'est après Henri IV, après même au fond, la paix de religion qu'avait voulu Guillaume le Taciturne dans les Provinces-Unies. Il dit, finalement, si nous voulons, après l'édit de Nantes, mais vous allez voir, c'est la même idée, si nous voulons que au fond, les gens puissent, en conscience et en paix, sans s'étriper les uns les autres, se livrer comme ils le pensent juste, n'est-ce pas, à leur culte, ou au fond, à leur conviction religieuse, à condition évidemment qu'ils respectent le aime ton prochain comme toi-même, ou la charité et la justice, eh bien, il n'y a qu'une solution. Il faut remettre à la puissance politique ce qu'on appelait à l'époque le droit, le ius circa sacra, c'est-à-dire au fond l'organisation des religions, pour que la puissance politique mette toute sa force pour que les gens coexistent pacifiquement ensemble. Et à ce moment-là, Spinoza, et c'est pour vous montrer quand même l'avance qu'il a pu prendre, a expliqué que ceci c'est vrai, évidemment, entre protestants libéraux et protestants fondamentalistes, la lutte faisait rage aux Provinces-Unies, entre protestants et catholiques, on ne laissait pas beaucoup de place aux catholiques aux Provinces-Unies, et il ajoute encore, et c'est vrai aussi pour les musulmans, et c'est vrai évidemment pour les juifs, auxquels il ne pouvait pas ne pas penser, compte tenu de sa propre origine. Exactement. Mais il ajoute, parce que ça, si vous voulez, les Hollandais étaient en commerce avec les îles du Japon, pour les Japonais, autrement dit, pour lui, pour toutes les confessions religieuses, n'est-ce pas? Pour toutes les confessions religieuses, si on veut que les humains, qui, dit-il, de manière absolument remarquable, ne supportent pas qu'on croit que leurs convictions religieuses sont intéressées, que la manière dont ils organisent leur culte ou dont ils prient, n'est-ce pas, répondent à des intérêts bas, mais alors que ce sont les intérêts les plus élevés des humains, n'est-ce pas? Eh bien,
il faut faire en sorte qu'ils puissent le faire pacifiquement et tranquillement, et que d'ailleurs, ceci profitera au développement de la civilité, n'est-ce pas, du développement des sciences. Et vaste donc, programme, comme disait l'autre. Oui, très vaste programme. Donc, bon, je ne peux pas... Diriez-vous, Blandine Krigel, que, pardon pour cette question prosaïque, que nos responsables politiques seraient bien inspirés de relire Spinoza? Mais bien sûr, je serais très heureuse qu'ils le fassent. Pas Nous avons pourtant un président de la République philosophe. Qui ne laisse pas ça seulement aux scientifiques ou aux psys, mais alors, pour le dire, mais pas seulement les hommes politiques, mais nous tous. Parce que là, je reviens à notre sujet de départ. Pourquoi, au fond, ce déficit démocratique de la République en France? Eh bien, tout simplement parce qu'on a essayé d'y remédier en la cherchant là où on ne peut rien faire, là où, si vous voulez, il n'y a aucune réparation possible. C'est-à-dire, dans l'économie, alors je ne dis pas qu'il n'a pas fallu développer la prospérité économique, ce serait une absurdité. Nous avons tous voulu ça. Dans la société, je ne dis pas qu'il n'a pas fallu développer les libertés, si vous voulez, de la société, réévaluer, si vous voulez, la place des gens les plus exploités. Bien sûr que non, il a fallu le faire. Mais en ce qui concerne la politique, le politique, c'est-à-dire la République démocratique, eh bien, ça fait 30 ans, 50 ans qu'on nous explique que, n'est-ce pas, que la question sociale ou que les questions économiques vont tout régler. Et comme vous voyez, nous sommes toujours dans la même constitution depuis 50 ans, malgré de grands mouvements sociaux, en particulier ceux de ma génération, 68. Eh bien, rien, à part la loi de décentralisation, mais rien n'a vraiment changé. À quand une 6e République? Oui. Non, mais ce n'est pas la question seulement de la 6e République. C'est que tant qu'on ne réfléchit pas à ce qui fait l'essence, n'est-ce pas, du politique, c'est-à-dire, au fond, au droit politique. Vous savez, Rousseau avait sous-titré son livre Le contrat social, principe du droit politique. Tant que le droit politique ne devient pas une affaire collective, qu'on n'est pas tous collectivement aussi forts, aussi, si vous voulez, aigus, et en droit politique qu'on l'est sur les questions sociales ou sur les questions économiques, eh bien rien ne peut changer. Non seulement nous ne pouvons pas répliquer et expliquer à ceux qui remettent en question la légitimité des républiques démocratiques qu'elles sont meilleures que les autres, on n'a pas d'argument, mais deuxièmement, on ne peut pas non plus, si vous voulez, ni les restaurer, ni les améliorer. Ni les améliorer. Et c'est pourquoi c'est tellement... et évidemment, si c'était si facile, eh bien, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Non, ce n'est pas facile parce que ça demande un changement de paradigme en philosophie. Vous voyez, de s'intéresser, de comprendre le fonctionnement des démocraties et des républiques demande non seulement de se déporter des questions économiques, si vous voulez, nationales et sociales, vers les questions juridiques, qui au fond, qui peuvent nous paraître assez techniques, mais surtout changer de philosophie. Et c'est-à-dire sortir, n'est-ce pas, de cette philosophie qui n'était pas adaptée à la République démocratique et qui a dominé le 19e et le 20e siècle. Voilà. Et je crois que c'est ça que les jeunes ont compris. C'est pour ça qu'ils ne demandent pas de permission. Ils ne s'embarrassent pas, si vous voulez, toujours de questions philosophiques, mais finalement, ils cherchent autre chose. Merci beaucoup, Blandine Krigel. Et je vous renvoie à la lecture de ce remarquable ouvrage, Spinoza, Une autre voie. Beaucoup d'enseignements à en tirer. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Bonne continuation.